Est-ce que vous êtes déjà resté cloué sur place avec un cœur qui bat trop vite, une respiration saccadée et une sensation de vertige? Alors vous avez eu une crise de panique. Cela peut vous arriver n'importe où, que vous soyez chez vous, dans le métro, au milieu de la foule ou dans un bus. Je sais, c'est absolument effrayant. D'autant plus que vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul à souffrir de cela et il existe des moyens très efficaces pour gérer ces crises de panique. Premièrement, vous avez besoin de rester positif et de penser positivement. Oui, je sais, cela peut paraître complètement idiot de parler de pensée positive quand on a très peur. Mais croyez-moi, elles vont avoir un impact énorme, incroyable sur vous. Lors d'une crise de panique, votre esprit va être envahi de pensées négatives et terrifiantes. Vous vous dites que vous allez mourir, c'est sûr, avoir une crise cardiaque, vous évanouir et tomber par terre. Mais ces pensées sont totalement fausses et ne font qu'amplifier votre peur. C'est votre cerveau qui vous joue un tour, qui vous trompe et qui vous envoie des images d'un scénario catastrophe. Le but de votre cerveau, c'est de vous protéger au maximum. Mais là, il vous surprotège. Les pensées positives peuvent aider à réguler les émotions négatives associées à une crise de panique. En vous concentrant sur des pensées rassurantes telles que « je suis en sécurité » ou « je peux gérer ça ». Vous allez envoyer des signaux au cerveau qui contribuent à réduire l'activité du système lutte ou fuite et favoriser des émotions plus calmes et apaisantes. Et cela peut atténuer l'anxiété ressentie pendant la crise et faciliter la gestion de celle-ci. Et les pensées positives peuvent orienter votre attention vers des aspects plus constructifs et encourageants de la situation. Ainsi, Julie a développé, sans raison apparente, une peur intense des supermarchés. Alors peut-être que c'est à cause de la foule, sait-on jamais, des lumières vives ou simplement de l'immensité de l'espace du supermarché. Elle habitait dans une très grande ville. Chaque fois qu'elle pense à faire ses courses, elle panique. Un jour après une crise particulièrement sévère, elle décide qu'il est grand temps de tenter une nouvelle approche au lieu de fuir. Elle tente une nouvelle approche en écoutant mes conseils qu'elle avait vus sur une vidéo YouTube. Avant d'aller au supermarché, elle prend le temps de se concentrer sur des pensées rassurantes. Elle se dit « Je suis en sécurité. Je suis capable de faire mes courses. Je peux gérer ça. » Au supermarché, dès qu'elle commence à se sentir anxieuse, elle se répète ces affirmations. Et au lieu de se laisser submerger par l'angoisse, elle se concentre sur sa liste de courses, sur les aliments qu'elle aime, sur le repas qu'elle prévoit de préparer. Avec chaque pas qu'elle fait dans le supermarché, elle continue à se concentrer sur ses pensées positives. Elle peut ressentir, au fur et à mesure, la tension qui s'estompe progressivement. Bien sûr, elle ressent toujours une certaine nervosité, mais qui est nettement plus gérable. Et lorsqu'elle sort du supermarché, ses sacs de courses en main, Julie se sent soulagée et fière. Elle a réussi à traverser sa peur et à accomplir la tâche qu'elle avait prévue. En se concentrant sur des pensées positives et rassurantes, elle a réussi à diminuer considérablement son anxiété et à rester calme dans une situation qui auparavant lui paraissait absolument insurmontable. En changeant son focus, en se concentrant sur des pensées rassurantes, Julie a réussi ainsi à réduire son anxiété et gérer efficacement ses crises de panique. Et vous aussi, lorsque vous avez des crises de panique, vous avez tendance à vous concentrer sur les sensations physiques désagréables et les pensées négatives. En pensant plus positivement, vous dirigez votre attention vers quelque chose de plus réel qu'un scénario catastrophe, ce qui peut réduire l'intensité de la panique et faciliter vraiment la prise de recul face aux symptômes. Les pensées positives vont renforcer cette confiance en vous. Et en vous répétant des affirmations positives, vous vous donnez des messages encourageants qui vous aident à croire en vos capacités à faire face à la crise.
et vous pouvez faire face à la crise. Cela peut renforcer votre sentiment de contrôle, de maîtrise. Et ça, c'est essentiel pour surmonter une crise de panique. Vous allez commencer ainsi à reprogrammer votre cerveau pour avoir moins peur. Mais peut-être avez-vous déjà essayé ce que je vous dis et ça n'a pas fonctionné. Pas de panique, restez avec moi, je vais vous donner bien d'autres conseils. Le deuxième conseil, pour apprendre à gérer une crise de panique, eh bien vous avez besoin aussi de bien comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Et c'est votre amygdale, une petite ou plutôt deux petites, il y en a deux petites structures en forme d'amande de votre cerveau, de notre cerveau, puisque moi aussi j'en ai, deux, fort heureusement, responsables de la gestion des émotions qui va déclencher cette réaction de panique. L'amygdale joue un rôle essentiel dans la gestion des émotions, y compris dans la réaction de panique. Et elle est souvent considérée comme le centre émotionnel du cerveau, une sorte de tour de contrôle des émotions du cerveau. Lors d'une crise de panique, l'amygdale peut être activée de manière excessive et déclencher une réponse de peur trop intense et irrationnelle, même en l'absence de menaces vraiment réelles. Et cela peut se produire en réponse à des situations ou des stimuli qui sont perçus par elle comme menaçants, même si objectivement ils ne le sont pas. L'amygdale est impliquée dans la réponse de lutte ou de fuite, qui est une réaction qui se fait de manière très instinctive à une menace perdue. Et lorsqu'elle est activée, elle envoie des signaux à d'autres parties du cerveau pour déclencher toute une série de réactions physiques associées à la peur et à l'anxiété. Ces réactions physiques peuvent déclencher, vous l'avez déjà senti, une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de votre respiration, vous pouvez avoir des sueurs, vous pouvez trembler, des sensations d'avoir vraiment le souffle coupé, une douleur thoracique, vous vous sentez étourdi, peut-être nauséeux, et une sensation de détachement de la réalité qu'on appelle la déréalisation, qui fait très peur. Et vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube une vidéo consacrée uniquement à la déréalisation et même je vous mettrai le lien ci-dessous. Dans le contexte des crises de panique, l'amygdale peut devenir hypersensible et réagir de manière excessive, même à des stimuli qui ne sont pas réellement menaçants. Par exemple, si vous souffrez de crise de panique, vous pouvez ressentir une crise de panique en présence de foule, d'espaces clos, ou dans des situations sociales. Et j'avais même un client qui ressentait ça chez le coiffeur. Et même si cette situation, vous l'avez compris, ne représente pas un danger immédiat, il est important de noter que l'amygdale ne fonctionne pas de manière isolée, mais comme je vous l'ai dit, en interaction avec d'autres régions du cerveau, et notamment avec le cortex préfrontal, qui lui est impliqué dans la régulation des émotions et du centre de décision du cerveau. C'est une tour de contrôle du raisonnement. Des recherches suggèrent que les troubles anxieux, y compris les crises de panique, peuvent être associés à une mauvaise communication entre l'amygdale et le cortex préfrontal, ce qui va entraîner une très mauvaise régulation des émotions. En résumé, l'amygdale joue un rôle central dans les crises de panique en déclenchant des réactions de peur intenses et en activant les systèmes de réponse au stress. Et comprendre le fonctionnement de l'amygdale et son interaction avec d'autres régions du cerveau est vraiment important pour vous, pour mieux comprendre et traiter les troubles anxieux, y compris les crises de panique. Et parfois, elles déclenchent l'alarme sans raison apparente. Et là, ça peut vous inquiéter. C'est là que vous avez besoin d'apprendre à accepter ce qui se passe. Eh bien, vous avez besoin d'accepter que vous êtes en train de vivre une crise de panique. Cela ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui se passe, acceptez, ni que vous aimez ça. Cela veut juste dire que vous reconnaissez ce qui se passe en vous. Que se passe-t-il dans votre cerveau si vous acceptez une crise de panique plutôt que de la combattre? On observe, scientifiquement parlant, une réduction de l'activation du système de lutte ou de fuite. Lorsqu'une crise de panique survient, votre cerveau
dans les amygdales active, comme on l'a vu, le système de lutte ou fuite en réponse à la perception d'une menace. Cela va déclencher la libération d'hormones de stress comme le cortisol et ça va augmenter l'activation des zones cérébrales liées à l'anxiété et à la peur. En choisissant l'acceptation, vous réduisez l'engagement dans la lutte contre la crise, ce qui peut conduire aussi à une diminution de l'activation du système de lutte-fuite. L'acceptation va vous permettre d'adopter une attitude plus détachée et ouverte face à l'expérience émotionnelle qui est terrifiante, je sais, de la crise de panique. Et cela peut favoriser une régulation émotionnelle plus efficace. Des études montrent que l'acceptation peut moduler et augmenter l'activité du cortex préfrontal dont nous avons parlé tout à l'heure, en réduisant l'activité de l'amygdale. Ainsi, le cortex préfrontal décide de reprendre le volant au lieu de se laisser conduire. La lutte contre une crise de panique peut souvent s'accompagner de pensées catastrophiques et de ruminations constantes sur les symptômes et les conséquences négatives. En acceptant la crise, on peut interrompre le cycle des ruminations en choisissant, vous savez, les ruminations, ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre, et ça peut durer des heures. Donc, en acceptant la crise, on interrompt le cycle des ruminations en choisissant de se concentrer sur l'expérience plutôt que de se perdre dans des pensées négatives. Cela peut entraîner une diminution de l'activation des réseaux cérébraux impliqués dans des ruminations excessives. L'acceptation favorise l'attitude d'ouverture et de flexibilité face à l'expérience de la crise de panique. Cela permet au cerveau de s'adapter plus facilement aux sensations inconfortables et aux pensées intrusives associées à la crise. Ainsi, Marc, lui, a commencé à avoir des crises de panique pendant ses cours à l'université. Au début, il a vraiment essayé de combattre, en essayant de contrôler sa respiration, en essayant de se distraire, et je suis sûr que vous l'avez fait aussi, en s'efforçant de se persuader qu'il n'était pas en danger. Mais chaque fois qu'une crise de panique survenait, elle semblait toujours gagner la bataille, laissant un Marc totalement épuisé et plus anxieux qu'auparavant, et c'était peine perdue. Un jour, Marc décide d'essayer quelque chose de différent et d'écouter mes conseils. Plutôt que de lutter contre la crise de panique, il a choisi de l'accepter. Et la prochaine fois, donc, qu'il sent une crise de panique qui s'annonce pendant son cours de philosophie, il tente de ne pas la repousser. Et au lieu de cela, il reconnaît ce qui se passe et se dit à lui-même « Je suis en train d'avoir une crise de panique et c'est OK ». Il va bien sûr ressentir des battements de son cœur et il remarque la sueur de son front. Il prend conscience de la peur intense qu'il traverse. Mais plutôt que de s'y opposer, de batailler, il se dit « C'est désagréable, mais je vais pouvoir le supporter. Je ne suis pas en danger, c'est juste une crise de panique et elle passera. » Et étonnamment, contrairement à ce qu'on croit, alors que Marc accepte la crise de panique, son cerveau va commencer à réagir différemment. L'activation du système lutte ou fuite commence à diminuer. Son cortex préfrontal, dont on a longuement parlé, la partie du cerveau responsable de la régulation émotionnelle, reprend le dessus, calmant les parties de son cerveau, comme on l'a vu, les amygdales, qui sont suractivées pendant une crise de panique. Alors que sa panique s'estompe, Marc réalise qu'en acceptant, et c'est un scoop pour lui, en acceptant la crise plutôt qu'en luttant contre elle, il a pu gérer l'expérience de manière beaucoup plus saine et efficace. Et se sent moins épuisé et plus en contrôle. Ensuite, vous allez avoir besoin de passer à l'action. Au lieu de vous demander pourquoi ça m'arrive, essayez plutôt de vous demander comment. Le comment est très puissant. Passer du pourquoi au comment est-ce que je peux gérer ça? Ce changement de perspective peut vraiment faire toute la différence. Lorsqu'on fait une crise de panique, notre respiration devient rapide et superficielle. On a la fausse impression de manquer d'air. Mais en réalité, c'est le surplus d'air qui crée un déséquilibre dans notre système et qui donne cette sensation d'étouffement. On appelle cela l'hyperventilation. Et cette hyperventilation perturbe l'équilibre entre oxygène
et le dioxyde de carbone qui est dans votre corps. Autrement dit, plus vous respirez profondément, en avalant plus d'air, plus votre cerveau décide de retenir l'air et plus vous étouffez ce que vous ne voulez pas. La solution, elle est très simple. Vous allez avoir besoin de rétablir l'équilibre des échanges gazeux, oxygène, dioxyde de carbone, en expirant plus que vous n'inspirez. Ainsi, vous allez faire une courte inspiration et une plus longue expiration. Si vous avez un sac en papier sous la main, vous respirez dedans. Ça vous aidera à retenir une partie du dioxyde de carbone que vous expirez et à atténuer la sensation d'étouffement. Si vous n'avez pas de sac, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire simplement comme je vous ai dit. Inspirez doucement, puis expirez doucement et longuement. Et si c'est possible, respirez uniquement par le nez, c'est plus efficace. Enfin, et c'est peut-être le conseil le plus important que je vais vous donner aujourd'hui, ne fuyez pas la situation qui vous fait peur. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais écoutez bien, il y a une logique derrière tout ça. Quand vous fuyez une situation qui vous fait peur, vous envoyez un message à votre cerveau que cette situation est dangereuse et qu'elle doit être évitée à tout prix. Et devinez quoi? Votre cerveau, rusé comme un renard, va tout faire pour vous protéger et vous éloigner de cette situation. Et voilà comment vous tombez dans le piège, dans le cercle vicieux de l'anxiété et de l'évitement. Alors quoi faire au lieu de fuir? Eh bien, vous allez avoir besoin, même si ça vous fait peur, de vous exposer progressivement à cette situation. Trouvez une situation qui vous fait le moins peur possible. Vous allez avoir besoin, je sais, c'est terrifiant, de ressentir une peur légère, mais c'est incroyablement efficace. Vous commencez doucement avec des situations qui provoquent un peu d'anxiété et une fois que vous vous sentez à l'aise avec celle-ci, vous montez le niveau petit à petit. On appelle cela, en thérapie comportementale et cognitive, que je pratique, l'exposition graduelle et c'est une des techniques les plus efficaces, scientifiquement prouvées pour traiter les crises de panique et l'anxiété en général. Et au fur et à mesure que vous vous exposez à la situation, votre cerveau réalise qu'il n'y a pas de véritable danger et l'anxiété commence à diminuer. Ainsi, Sophie a développé une peur intense des ascenseurs à la suite d'une panne d'ascenseur dans laquelle elle est restée bloquée plusieurs années auparavant. Et cette peur a commencé à affecter sa vie de tous les jours, l'obligeant à prendre l'escalier à chaque fois, même pour monter de nombreux étages, et à éviter certains endroits ou événements situés dans des immeubles de grande hauteur et elle habitait à Paris. Au lieu de continuer à éviter les ascenseurs, Sophie décide de se prendre en main, décide de suivre mes conseils et de rentrer progressivement dans sa peur. La première étape de son plan d'exposition graduelle va être tout simplement le fait de se tenir à côté d'un ascenseur et de regarder les portes s'ouvrir et se fermer sans même monter dans l'ascenseur. Et ça, c'était déjà anxiogène pour elle, créateur d'anxiété. Bien, Sophie va rester près de l'ascenseur jusqu'à ce que son anxiété commence à diminuer. Une fois qu'elle se sent parfaitement à l'aise avec cette première étape, Sophie monte d'un niveau de difficulté. Elle monte d'un étage, pourrait-on dire. Elle entre dans l'ascenseur, mais ne ferme pas la porte et n'appuie pas sur le bouton pour monter. Elle répète ce processus plusieurs fois jusqu'à que cela ne lui cause plus du tout d'angoisse ou de panique. Ensuite, elle se tient dans l'ascenseur avec la porte fermée, mais sans le faire bouger. Ensuite, l'étape suivante, elle commence à prendre l'ascenseur pour monter, mais uniquement un seul étage. Vous voyez qu'elle y est allée très progressivement. Et au fil du temps, c'est sans surprise que Sophie continue d'augmenter le niveau d'exposition en prenant l'ascenseur pour 2 étages, puis 3, et puis Sophie donc, se sort de cette phobie. Chaque étape, évidemment, de l'exposition est difficile à cause de l'anxiété, mais Sophie n'a jamais abandonné. Elle a constaté à chaque fois que son anxiété diminue, à chaque fois qu'elle répète une étape de l'exposition. Et après plusieurs semaines de travail, elle a réussi donc à monter dans un ascenseur sans paniquer. Et vous voyez qu'en s'exposant progressivement, Sophie a réussi vraiment à briser le cercle vicieux de l'anxiété et de l'évitement.
Elle a envoyé un message très clair à son cerveau que les ascenseurs ne sont pas dangereux et elle a pu reprendre le contrôle de sa vie. Et souvenez-vous, l'important, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir d'anxiété, ce n'est pas possible. L'anxiété, c'est normal, c'est humain. Le but, c'est d'apprendre à gérer cette anxiété afin qu'elle ne vous paralyse plus et ne vous empêche plus de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Donc, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui vous donne envie de prendre vos jambes à votre cou, rappelez-vous ce que je vous ai dit aujourd'hui. Faites un pas en avant et chaque pas compte, aussi petit soit-il. Et qui sait, peut-être un jour, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Eh bien, je suis plus courageux et plus fort que je ne le pensais. » Et si vous voulez aller plus loin avec moi, je mets à votre disposition une formation gratuite en vidéo pour vous débarrasser des crises d'angoisse. Le lien est dans la description sous la vidéo. Ces techniques peuvent vous sauver la mise lors d'une crise d'angoisse. Mais pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des crises de panique, il faut comprendre ce qui les déclenche et mettre de bonnes stratégies en place pour les gérer. Et il est malheureusement toujours difficile d'appréhender ces techniques seul, sans aide de personne. C'est un peu comme si vous faisiez du yoga devant la télé. Certes, cela vous fait du bien, mais est-ce que vous faites les bons mouvements? Vous ne le saurez jamais si vous n'avez pas de prof de yoga qui vous corrige. Aussi, je vous propose des sessions de 45 minutes au téléphone où on pourra discuter ensemble de tout ça, comprendre vraiment ce qui déclenche vos crises de panique et développer des stratégies pour les gérer. Réservez votre appel maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo.